Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation au programme des découvertes et des questions sur l'actualité du numérique. Alors je commencerai par celle-ci aujourd'hui. Avec quelles armes un petit Français peut-il rivaliser avec les leaders de la visioconférence comme Zoom ou Teams? Ce sera le sujet de notre interview. Jean-Pierre Lac, PDG et fondateur de Private Discuss, dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons de l'appli gouvernementale Tous Anti-Covid. Que penser en tout cas des choix technologiques et des freins aussi inhérents à ces choix? Pour en parler, pas de politique en plateau, mais des technophiles vigilants. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous Game Business avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Jean-Pierre Lac, vous avez lancé une plateforme de webinaires, messagerie et visioconférence 100% française, 100% propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes justement de choix technologiques ? Ah bien, il y a un leader mondial dont le nom commence par un Z que vous avez cité, qui a une technologie et donc c'est la référence en termes de fonctionnalité, c'est la référence en termes de satisfaction, on va dire, des acteurs aujourd'hui qui l'utilisent. Et donc, on est parti sur des technologies certes propriétaires, c'est-à-dire 100% développées en interne de Private Discuss, mais qui sont donc similaires, on va dire, à celles de ces deux grands acteurs que vous avez cités. Et 100% français, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on n'a pas de briques technologiques qu'on achèterait, qu'on intégrerait, qui viendraient de l'étranger. Ça veut dire que 100%, y compris l'algorithmie de chiffrement, est fait en interne. Et l'hébergement ? L'hébergement, alors il est, et ça c'est un point excessivement important, il est chez OVH, il est en France. Notre promesse, c'est de sécuriser les données de nos clients. Et donc, on est sur une logique d'une application et d'une plateforme donc, qui est sécurisée de bout en bout. Tel est le terme qui est utilisé. Donc c'est un outil complet pour le télétravail. J'imagine que la visioconférence a particulièrement bien fonctionné pendant le confinement. Alors la visioconférence étant très très fort développement, on a le sentiment que ça ne va pas s'arrêter. On a plus de 50 000 utilisateurs depuis le mois de mai. On vit 500 000 utilisateurs dans le courant de l'année 2021. On a déjà réalisé plus de 500 webinaires. Alors, toutes ces solutions de webinaires et de visioconférences sont sorties pendant le premier confinement, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont excessivement satisfaits, avec lesquels on parle tous les jours et qu'on accompagne, même si l'application elle est très ergonomique et fonctionnelle, qu'on accompagne parce qu'ils ont besoin de se faire aider dans leurs premiers pas, dans leurs événements. Donc même en étant le petit pousset qui se lance donc à peu près en mars-avril sur la visioconférence, vous avez réussi aussi à prendre la vague de la visioconférence. On peut s'attaquer à des géants comme Zoom ou Teams. Alors le rapport de force est complètement déséquilibré puisqu'on parle pas de la même taille bien évidemment d'entreprise et voilà. Pour autant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un marché. Il y a un marché pour des solutions françaises, il y a un marché pour des solutions sécurisées. On parle depuis quelques années du fameux data is the new oil. Donc si ce fameux pétrole et qu'il faut le protéger, alors les acteurs économiques doivent se poser la question des solutions qu'ils utilisent pour échanger de documents, pour faire des visioconférences, pour faire les assemblées générales, pour préparer des fusions-acquisitions. Bien ma foi, notre promesse, donc encore une fois, c'est une promesse de sécurité absolue, des échanges. Ça fait le poids, ça, aujourd'hui, auprès des décideurs, cet argument de la souveraineté? Alors un certain nombre ont basculé très fort et cherchent des acteurs économiques, en particulier des start-up ou des gens qui ont levé de l'argent et qui ont comme concurrents des solutions des Américains ou des Chinois, viennent nous voir en disant on a besoin d'une solution française sécurisée avec des serveurs qui sont en France et donc qui sont hors de la juridiction américaine et donc hors du Cloud Act. Et donc il y a une demande de plus en plus forte et puis il y a une demande aussi de plus en plus sur des solutions françaises hébergées en France, d'une manière générale, au-delà du fait, encore une fois, d'un chiffrement de bout en bout. Alors, ce chiffrement de bout en bout, donc vous parlez, l'argument, c'est la souveraineté et la sécurité. Quel risque voyez-vous aujourd'hui à l'utilisation d'outils américains ou autres, étrangers? Non, mais je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Moi, je fais juste référence à l'arrêt du 16 juillet 2020, donc excessivement récent, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a invalidé le fameux Privacy Shield, qui fait le lien entre la RGPD européenne et le Cloud Act américain. Je ne dis que ça, c'est-à-dire les juges européens ont dit voilà, le Cloud Act est incompatible avec la RGPD. À partir de là, il faut les... Voilà, le Privacy Shield. Le Privacy Shield.
Oui. Donc, chacun doit prendre ses dispositions et dire est-ce que j'ai des compétiteurs étrangers, américains, puissants? Est-ce que j'ai des actifs aux États-Unis? Est-ce que j'ai des actifs aussi d'ailleurs en Chine? Et est-ce que j'ai besoin de les protéger ou pas? Et en Chacun est matière de libre. sécurité, alors vous dites chiffrement de bout en bout, ça c'est l'argument que tout le monde avance aussi maintenant. Qui parle de chiffrement de bout en bout? En tout cas, les solutions. Alors, je suis pas sûr que tout le monde le fasse, en tout cas. Moi j'en reçois régulièrement en tout cas, hein, Bon, des alors moi, je citerai fournisseurs de solutions chiffrées de bout en bout. pour des solutions de visioconférence et de télétravail. Non, non, globalement sur les solutions de messagerie. Bah, alors, en tout cas, effectivement, donc Private Disque ça, les fonctionnalités est chiffré de bout en bout. On a une solution qui est disponible en mode SaaS pour des gens qui veulent directement, ils peuvent aller sur le site private-discuss.com pour télécharger l'application qui est disponible en iOS, en Android, également en Linux, Windows, Mac et un lien web. Ils la testent et puis généralement ils reviennent vers nous en disant qu'ils sont excessivement séduits par l'ergonomie, les fonctionnalités. Et ensuite, ils déploient la solution. Elle est également disponible pour certains acteurs, comme on dit on-premise, c'est-à-dire on est capable de déployer la solution sur les serveurs du choix du client, en France ou à l'étranger. Et on est également capable, on l'a déjà fait, à maintes reprises pour la mettre à leur logo, à leur image. On parle aujourd'hui beaucoup de marques employeurs. Les grands groupes internationaux mettent en avant leur marque employeur tous les 4 matins. Bon, je ne sais pas, si je suis dans un grand groupe du CAC 40 et que j'utilise une solution telle que Zoom ou Teams, jusqu'où va la marque employeur? En tout cas, avec Private Discuss, on peut avoir une plateforme à son image, à son logo, et en plus potentiellement sur ses serveurs. Et donc, c'est un argument aussi qu'on Alors, sur les risques de sécurité, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque à utiliser ces solutions de visioconférence? Est-ce qu'on peut se faire pirater, déclencher sa caméra à distance, son microphone? La réponse est oui. C'est pas du fantasme. C'est pas du fantasme. La question, il faut savoir, en fait, quand vous utilisez une application quelle qu'elle soit, qui y a derrière, en fait. C'est ça le sujet. C'est-à-dire, est-ce que vous avez confiance derrière l'acteur ou derrière la puissance économique ou derrière l'administration qui y a derrière cette solution ou derrière la loi qui se cache derrière? Encore une fois, le Cloud Act, il est très clair. Donc, qui se cache derrière? Où sont les clés ou pas de chiffrement? Comment est chiffrée cette donnée? Sur quel serveur? Qui y a accès? Ce sont l'ensemble des questions qu'il faut se poser. Bon, nous, aujourd'hui, notre promesse, encore une fois, c'est de sécuriser. Moi, je parle vraiment des intrusions, hein, parce que je sais que vous avez un outil qui fait appel à des algorithmes pour détecter les intrusions pendant les visioconférences, éventuelles intrusions. Est-ce que vous en constatez? Bien sûr. Alors, notre plateforme est attaquée tous les jours. Donc, ça, on le suit très régulièrement. Donc bien sûr qu'on constate qu'il y a des gens qui sont malveillants et qui veulent bien évidemment s'introduire dans les solutions de messagerie sécurisée ou dans les solutions de visioconférence ou dans des webinaires. Donc ça, il y a déjà tous les fameux Zoom bombing que tout le monde trouvera. Et donc bien sûr que c'est une réalité. Donc il faut faire attention aux solutions qu'on utilise. Jean-Pierre Lac, est-ce que la valorisation de Zoom vous laisse rêveur? En fait, je ne la comprends pas, personnellement, mais c'est-à-dire je ne comprends pas le business model. C'est-à-dire 147 milliards de dollars. Après, ouais, voilà, c'est-à-dire ils vont faire 1,5 milliard de chiffre d'affaires, ou peut-être 2 cette année. Je veux bien croire que le marché est en forte croissance, mais donc c'est comme la valorisation de Palantir, je ne la comprends pas non plus. Donc, en tout cas, en ce qui concerne Private Discuss, nous, on n'est pas assez fort, on va dire ça comme ça, pour se permettre de se moquer de nos clients et de leur piquer leurs données. Donc nous, on a cette promesse de sécurité de bout en bout, de faire du sur-mesure, de s'adapter à leurs besoins et de participer donc à cet enjeu de souveraineté de leur propriété intellectuelle. Donc on peut aller leur piquer des parts de marché, il y a encore de la place sur ce secteur. C'est gigantesque et il y a beaucoup de demandes. On fait tous les jours, on a beaucoup de demandes et on remercie les gens qui nous sollicitent. Merci à vous Jean-Pierre Lac, PDG et fondateur de Private Discuss. C'est l'heure de notre débat techno sur l'app Tous Anti-Covid. Avec un taux d'équipement de smartphone qui dépasse les 95% en France, on peut se réjouir que le mobile ne soit pas le grand oublié des dispositifs d'alerte et de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Mais l'app Tous Anti-Covid, qui vient remplacer l'insuccès de Stop Covid, colle-t-elle réellement aux usages? Que penser des choix technologiques qui ont été faits? Quelle efficacité, quel risque? On en débat avec Benoît Thiolin, entrepreneur, personnalité du numérique, ancien président du Conseil national du numérique, Romain Heuillard, journaliste spécialisé et consultant en nouvelles technologies, et Constantin Pavléas, avocat, fondateur et dirigeant du cabinet Pavléas Avocat. Vous êtes aussi
coordinateur du programme Droit du numérique et propriété intellectuelle et responsable d'enseignement à l'École des hautes études appliquées du droit. Alors nous aurons également avec nous en visio Nicolas Sarmac de l'AFCDP, qui est l'association des correspondants aux données personnelles et également cofondateur de l'Hexagone. Benoît Thiolin, cette V2, elle ressemble étrangement à la V1. En fait, c'est une mise à jour qu'on a dû faire sur nos téléphones. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on ne peut pas faire mieux ou plus en matière de traçage de cas contacts avec un mobile ? On peut sûrement faire mieux. Cela étant dit, il y a un débat général sur l'utilité relative de ces applications pour aider au contact tracing. Bon, cela étant dit, cette application s'est améliorée. On ne va pas faire tous anti-Covid bashing, on ne sait même plus comment l'appeler parce qu'elle a changé de nom. Elle a été améliorée un peu à la marge. Il y a eu quelques informations et quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées, qu'on peut saluer. C'est-à-dire qu'il y a quand même dedans aujourd'hui des informations qui manquaient au démarrage. Parce qu'au démarrage, il y avait un côté un peu boîte noire, en tout cas dans l'usage. C'est-à-dire qu'en gros, on le téléchargeait. Par ailleurs, on sentait bien qu'il s'y passait pas grand-chose puisqu'il y avait peu de gens qui l'avaient téléchargé. Or, évidemment, le principe même de succès de cette application, c'est qu'il ne faut pas être le seul à télécharger, sinon ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc tout ça faisait que c'était pas génial et qu'il n'y avait rien d'autre qui ne vous y incite à y aller. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est une application qui, au-delà de l'usage du contact tracking qui est intégré, qui fait converger d'autres types de services pour lutter contre le Covid. Et ça, il faut reconnaître que c'est plutôt pas mal. On peut rouspéter sur le fait que c'est mis un peu de temps à être fait, alors qu'en Angleterre notamment, ça a été davantage le cas. Je pense à des informations et des statistiques qui sont mises à jour quasiment en temps réel sur le Covid. Tout ça, c'est plutôt pas mal quand même, il faut bien le reconnaître. Aussi une manière de pouvoir géolocaliser les mesures, parce que vous savez que c'est quand même un des sujets, les gens sont paumés à raison, parce qu'ils regardent des chaînes nationales, ils lisent des grands journaux, et évidemment, selon le département, la ville ou autre, les mesures ne sont pas les mêmes. Là, vous êtes géolocalisé, vous avez des informations qui correspondent à l'environnement géographique où vous vous trouvez. Tout ça va plutôt dans le bon sens. Ensuite, est-ce que ça va bien fonctionner ? Moi, je continue d'avoir des doutes sur les choix technologiques historiques qui ont été faits, qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que moi, je ne jette pas complètement la pierre, je ne l'ai pas jeté d'ailleurs à l'époque, qu'on peut comprendre. Il y a eu une volonté de vouloir faire de la souveraineté industrielle en matière de numérique, ce qui en soi est plutôt une bonne chose, qui à mon avis, en l'espèce, était peut-être un peu audacieux quand même. Du coup, avec une architecture un peu originale, que du coup les autres pays n'ont pas suivi. C'est peut-être ça qu'on peut regretter, c'est que les autres pays n'aient pas suivi. On peut le regretter. C'est vrai que le lâchage en race campagne par les Allemands n'a pas beaucoup aidé. C'est vrai que c'était peut-être quand même un peu aventureux que d'imaginer qu'on ferait plier les grandes plateformes pour qu'elles permettent, au fond, de changer leur architecture. Alors, tout ça est discutable. À mon avis, avec le recul, on regardera qu'il y a des choix qui ont été probablement un peu risqués. Benoît, vous avez dit, il y a plus de fonctionnalités, de services d'information. C'est quand même davantage des services d'information que des fonctionnalités. Romain Heuillard, vous avez chargé l'application, vous la testez en tant qu'expert en nouvelles technologies. Parlez-nous de cette nouvelle version. Cette nouvelle version, effectivement, elle est très très peu différente de la première. En fait, sur le plan du contact tracing, il n'y a rien qui a changé. Ouais. Moi, je le vois. C'est pas tellement une nouvelle application, c'est plus une nouvelle campagne de communication pour cette application qui marche à peu près. Il y avait 2,5 millions de téléchargements sur Stop Covid. On est aujourd'hui à peu près 4 millions, donc on a gagné 1,5 million de personnes. Ça reste de toute façon toujours on est au tout démarrage en même temps. Ça peut prendre, ça peut continuer à prendre. C'est 4 millions, c'est-à-dire que c'est 1,5 million de plus. Parce que comme c'est la même application, on est à 4 millions aujourd'hui de gens qui ont téléchargé cette application. Et en termes d'ergonomie, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des petites améliorations ? Je suis d'accord avec ce que disait Benoît, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pardon. Effectivement, on a rajouté de l'actualité. Donc, c'est vrai que ça peut inciter à plus aller dans l'application. Et c'est hyper important puisque cette application ne fonctionne pas. Mais on aurait peut-être pu aller plus loin. Mais moi, je pense surtout qu'il aurait fallu vraiment mettre de côté cette souveraineté numérique mal placée et accepter d'adopter le protocole d'Apple et Google. Alors pourquoi cette souveraineté numérique mal placée ? Je vais faire appel à Constantin Pavléas. Vous avez un regard juridique, vous, sur la question. C'est quand même important aujourd'hui sur la question des données de santé, du traçage de cas contacts, de dire on a une technologie propriétaire française.
Oui, oui, c'est important et dans d'autres domaines, notamment l'agriculture, je suis le premier à dire qu'il nous faut une souveraineté numérique, y compris donc pour la santé. Sauf que là, on est confronté à un virus qui n'est pas national. Vous voyez, le virus ne s'arrête pas comme le nuage de Tchernobyl aux frontières de l'Hexagone. Donc on a véritablement là un souci de coordination européenne, restant européen, de grâce. On a effectivement une technologie, on peut saluer, enfin saluons-le, on a une technologie française, une coopération française qui a mis sur pied une application qui aujourd'hui, dans sa nouvelle présentation, est plus ergonomique et plus sympathique. Mais nous avons le reste de l'Europe, enfin le reste, les autres pays européens qui ont choisi d'avoir une application numérique qui fonctionne sur le protocole Apple-Google. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, qui est une voie européenne, qui est de se dire aujourd'hui, on a un problème qui n'est pas national, qui n'est pas régional, qui est international. Est-ce qu'on ne doit pas à ce niveau-là, et ça pose plein de questions juridiques, mais je pose la question et on verra qui donnera les solutions, il nous faudrait une coopération européenne, il nous faudrait une application Alors je crois que ça a été essayé. Hein, mais... Non, mais pas avec des technologies européennes. Ça a été... pas avec des technologies européennes, Non. avec des technologies françaises. Si, le Google, Apple Google. Alors il y a eu une coalition quand même avec l'Allemagne. Mais bien sûr, avec les Anglais au début, enfin, il y a eu une tentative de le faire, et puis ensuite, il y a eu une séparation parce que certains, de manière assez pragmatique, je pense notamment aux Allemands, les Anglais ont basculé plus vite dans le camp des GAFA, mais les Allemands eux-mêmes, de manière plus pragmatique, se sont rendus compte qu'en fait, les choix plutôt sains en termes de souveraineté industrielle faits et conservés par la voie française, en fait, poserait un énorme problème technique. Et donc, ils ont fini par tout simplement faire machine arrière et de se résoudre finalement à dealer avec Google et Apple. Ça pose un problème technique, ça, de ne pas avoir d'interopérabilité avec les autres applications européennes? Je ne crois pas trop. Franchement, je ne crois pas trop. Pour une raison très très simple, c'est que les interactions intranationales, enfin internationales plutôt, enfin en tout cas entre États membres au sein de l'Union européenne, ont été réduites à la portion congrue. Donc c'est vrai que ce serait mieux. Mais je vous dirais, il y a un moment donné, justement, le reproche qu'on peut un peu faire aux Français, c'est sur des bases assez louable en fait, de s'être un peu entêté, de peut-être pas avoir été suffisamment pragmatique et d'avoir avoir voulu faire une espèce de geste alors qu'à mon avis on était en guerre, hein, c'est le président qui nous le disait, et que quand on est en guerre c'est peut-être pas le moment de lancer une politique industrielle sur l'autonomie en production de munitions. Vous voyez, vous achetez des munitions, là vous pouvez les trouver quand les Panzers sont en train de traverser la Moselle. Donc c'est un peu la même chose sur Stop Covid. En soi, ils ont fait une architecture technique de l'INRIA qui était audacieuse et qui était intéressante sur le Bluetooth, etc. Mais franchement, est-ce que c'est le moment d'innover et de prendre des choix d'architecture risqués lorsque vous avez un intérêt à très court terme Alors, on va revenir sur la question du Bluetooth, notamment avec Romain Héard, mais je voudrais qu'on donne la parole à Nicolas Samarc, qui est avec nous en visio. Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Alors, quand je dis que sur les services, on n'est peut-être pas allé assez loin, peut-être qu'on aurait dû y intégrer l'attestation qui permet d'avoir des dérogations pour se déplacer, parce que finalement, ça, je l'avais pas vu. Super. Parce que finalement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on est obligé de laisser toutes nos coordonnées personnelles avec nos portables partout où on va. Alors, Nicolas Samarc, comment vous avez réagi, vous, quand vous avez vu que la CNIL a autorisé ce dispositif? Alors, la CNIL n'a pas autorisé le dispositif, elle a émis 2 avis successifs suite aux modifications du projet de décret mettant en place Stop Covid. Et je rappelle que c'est grâce à ces 2 avis que les droits et libertés des personnes ont été, de manière globale, respectés et garantis par les dispositifs mis en place. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez être plus précis? Oui, pour être précis, de quelques exemples, je vais pas tous les reprendre, mais lors de son premier avis du 24 avril, la CNIL avait identifié 2 manquements, à mon sens, assez forts sur les choix techniques, notamment l'introduction de faux positifs afin de limiter les risques de réidentification, puisque je vous rappelle que l'application Stop Covid
et l'actuel, qui ne change que de nom puisqu'on reste sur les mêmes socles technologiques, embarque donc ce qu'on appelle des données pseudonymisées, ce qui permet de faire le contact tracing. Si on avait des données anonymisées, on ne pourrait pas réidentifier le porteur du smartphone. Et donc ce risque, cette introduction de faux positifs avait comme dommage collatéral, si je puis dire, de vous informer faussement que vous étiez un cas contact, et donc toute la procédure d'autoconfinement et de test, alors que c'était uniquement pour limiter le risque de réidentification. Le deuxième manquement grave sur la sécurité des données, qui avait été donc identifié en avril dernier, c'était le choix d'un algorithme 3DS qui est banni par l'ANSSI depuis plusieurs années. Donc grâce à ce premier avis, j'allais dire, les choix technologiques ont été modifiés. On a eu un deuxième avis en mai, le 25 mai exactement, donc, de cette année, où encore deux manquements forts à mon sens. Tout d'abord, l'exclusion du droit d'effacement et du droit d'opposition pour les personnes qui avaient téléchargé l'application sur des fondements juridiques erronés. Donc ça a été corrigé. Et puis également, la CNIL a pointé du doigt l'utilisation du CAPTCHA Google. Alors là, ça reprend plus d'importance avec, je vous rappelle, l'invalidation du Privacy Shield de juillet dernier par la Cour de justice de l'Union européenne, puisque le CAPTCHA de Google potentiellement permet donc des transferts de vos données à caractère personnel aux États-Unis. Et donc, suite à des contrôles du mois de juin, le ministère de la Santé, qui est donc le responsable du traitement de Stop Covid, a été mise en demeure publique par la CNIL afin de corriger certains manquements au règlement général sur la protection des données à caractère personnel et la loi informatique et liberté, notamment le fait que lorsque vous y étiez cas contact sur l'ancienne version, tout l'historique de vos contacts était remonté sur le serveur central, alors que la CNIL recommandait que seul l'historique de proximité soit remonté sur le serveur central. Et puis également un défaut d'information sur l'INRIA en tant que destinataire et le contrat de sous-traitance avec l'INRIA qui n'était pas conforme au règlement. Et enfin, donc, une mise à jour du PIA. Donc, si vous voulez, mon constat global, c'est heureusement qu'on a une autorité administrative indépendante qui fait son travail. Et je pense que des moyens humains et financiers devraient être renforcés pour cette autorité de contrôle, qui sont à laquelle je pense qu'on aurait eu une application avec vous voyez, des manquements beaucoup plus forts si on n'avait pas cette vigilance de la CNIL. Alors aujourd'hui, vous êtes visiblement rassuré sur les dispositifs concernant la protection de nos données personnelles. Moi, ma question, c'était sur quid de l'autorisation de tous les lieux publics en fait, à capter nos données personnelles. On est passé quand même d'un moment où il y a eu le lancement de Stop Covid et tout le monde s'est effrayé de cette application qui allait nous surveiller. Et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, on a tous été d'accord pour donner nos contacts personnels dans les cafés, les restaurants, les coiffeurs. Vous avez entièrement raison. Tout à l'heure, on a dit une erreur. Et ça s'est passé. Alors là, il n'y a toujours pas dans Tous Anti-Covid de fonctionnalités qui permettent de pouvoir se checker, de pouvoir s'enregistrer lorsque, par exemple, on est dans un restaurant ou autre. À la différence de ce qui se fait en Angleterre. Et c'est vrai que c'est quand même complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on est très regardant et à juste titre, et la CNIL fait tout à fait son travail, et heureusement, mais finalement, on est très regardant sur une application qui pour l'instant fonctionne assez peu, et par contre, on est, mais alors open bar, sur la constitution de listing dans des restaurants, que ce soit avec des moyens un peu primitifs, mais enfin, qui quand même posent question, c'est-à-dire qu'on est tous à laisser nos numéros de téléphone, mail, dans n'importe quel restaurant. Dieu seul sait ce qu'ils en font. Et même, je vous dirais, moi je suis allé dans plusieurs restaurants où ils avaient une espèce d'application sortie de nulle part, je ne sais pas d'où elle venait, je ne sais pas par qui elle a été autorisée, si elle respecte ou non les réglementations, et dans lesquelles c'était numérisé. Ça m'a presque plus inquiété, parce que je me suis dit, j'aurais préféré quand même que ce soit la puissance publique dans une française. chaîne de restauration américaine très connue, où vont beaucoup les jeunes, aujourd'hui, effectivement, on va sur une borne et on utilise un outil numérique pour se déclarer et donner son identité. Mais ça pose quand même question. On peut tricher. Moi, oui, alors après, il y a une responsabilité quand même citoyenne, de dire on ne va pas donner de fausses informations, c'est pour des raisons sanitaires. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas envie d'être tracé ou d'être reciblé par du marketing, etc., il y a un grand jeu qui consiste, c'est malheureux, mais à mettre de fausses informations, voire même à s'amuser à mettre
des Oui, noms de mais personnalités, on ne peut pas etc. Si vous jouez le jeu, en revanche, vous n'avez pas vraiment de garantie sur l'exploitation de ces Tout à fait, données. ouais. Et ça, c'est vraiment pas normal. Moi, je pense qu'il faut Constantin Pavléas. un peu de hauteur par rapport à ça et de se dire que la technologie c'est pas une solution miracle. Pourquoi est-ce qu'on met en place une technologie française, européenne ou américaine? C'est pour protéger, combattre le virus. Aujourd'hui, on a des paramètres qui sont utilisés dans Tous contre Covid, qui sont moins d'un mètre pendant 15 minutes. Pourquoi on a ces paramètres? Ils sortent d'où, en fait? Cette application, vous avez eu raison de dire, elle n'a Vous voulez pas dire beaucoup que changé. la limitation technologique du Bluetooth Exactement. qui fait que on doit être à proximité pour pouvoir déclarer un cas contact, c'est pas Mais forcément. pourquoi cette application? Ça ne correspond pas à une urgence sanitaire. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire. Ce que je dis, c'est qu'on a construit une application au mois d'avril. Elle a été annoncée au mois d'avril. Au mois d'avril, nous avions une connaissance parcellaire de l'épidémie, de la pandémie. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. Nous sommes le 27 octobre. Nous avons appris beaucoup de choses. On a appris, par exemple, que le virus pouvait être transmis par effet aérosol, donc par contamination aérienne. Le 1 mètre ne correspond plus aux connaissances scientifiques épidémiologiques que nous avons aujourd'hui. Donc, la question est, pourquoi moins d'1 mètre? Pourquoi 15 minutes? Je pourrais être contaminé en moins de 15 minutes et à plus d'1 mètre, dans certaines conditions. Ce n'est pas pour alerter nos concitoyens, mais aujourd'hui, ce sont des choix arbitraires qui sont utilisés par une technologie qui permet le traçage des personnes. Donc ce n'est pas anodin. Je ne voudrais pas en fait et ce n'est pas la volonté du gouvernement, mais disons-le en tant que citoyen, ce n'est pas habituel, ce n'est pas normal d'être tracé. Malgré toutes les couches de protection, le consentement, etc., aujourd'hui, nous avons franchi un cap. Il y a une application de traçage de la population face à une urgence sanitaire que personne ne peut nier. Enfin, en tout cas, un citoyen éclairé, me semble-t-il, ne peut pas nier l'urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, mais nous mettons en place une technologie. Disons en fait que ce n'est pas du tout une solution miracle. On pourrait penser à d'autres expérimentations qui responsabiliseraient peut-être davantage la population. Imaginons de faire des tests en disant, mais voilà, sur telle rame de métro, à telle heure, il y a eu un cas contact. Et on notifie cela via l'application et on demande aux personnes qui ont l'application, parce que ça peut aussi être un formidable outil d'information, et non pas seulement de traçage, cette application, de leur dire, à telle heure, il y a eu un cas contact, tel jour, telle heure, telle rame. Donc, disons à la population, regardez... Non, alors vous avez dit géolocalisation, l'outil, par contre, ne géolocalise pas. Vous avez employé le mot qui peut faire peur. L'outil, en tout cas, c'est la volonté... Comment vous arrivez à cibler des gens qui ont été dans une rame de RER sans les avoir géolocalisés? Non, c'est une information qui serait... Vous envoyez à toutes les rames de RER qui ont été touchées. Vous envoyez... Ah, comme quand on principe, rappelle des packs de lait, quoi, en fait. Non, mais information nationale. Je ne vais pas passer mon temps à regarder s'il y a une alerte sur un RER qui est la mienne. Donc, ça il y a peut aussi être une question pragmatique. Moi, je ne peux pas passer ma journée à regarder les alertes qui tomberaient en fait à peu près toutes les 10 secondes, puisqu'il y a plein de contaminations. On est à plusieurs dizaines de milliers par jour. Et donc, pour être organisé... Là où je vous rejoins, en revanche, c'est sur le mètre, c'est vrai. Il y a eu un choix technologique qui a été fait sur le Bluetooth qui est contraignant et qui aujourd'hui ne correspond pas à la réalité sanitaire. Là-dessus, vous avez entièrement raison. Ensuite, alors, j'avais une question pour Romain Huyard quand même sur la technologie Bluetooth. Est-ce que la qualité de détection dépend de la qualité de mon smartphone? En partie, oui, et c'est le vrai problème qu'on a avec cette application, c'est qu'en particulier côté Android, on a une vraie fragmentation. On a d'ailleurs pas mal de téléphones qui sont pourtant assez récents, qui ne sont pas compatibles avec l'application, parce que sans être trop technique, c'est du Bluetooth Low Energy, donc un Bluetooth qui consomme assez peu. Il y a beaucoup de smartphones plutôt bas de gamme qui ne sont pas compatibles, donc on disait tout à l'heure qu'il y avait 95% de la population qui a un smartphone. Oui. Je ne sais pas quel pourcentage il faut exclure, mais il y a pas mal de personnes qui ont des smartphones Android en particulier qui ne sont pas compatibles. Et puis on a aussi surtout une grande partie de la population âgée qui n'a pas de smartphone, et c'est la population la plus à risque. Donc ça, c'est une première limitation. Et puis le Bluetooth en tant que tel, même quand il fonctionne assez mal. Et le souci qu'on a, je pense, avec tout ce... Pourquoi est-ce qu'il fonctionne assez mal? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas... Vous voulez dire, par exemple, si je me retrouve dans mon appartement, dans une pièce voisine, il y a un mur entre nous... Il y a ce problème-là, effectivement, où le Bluetooth ne permet pas de savoir si, par exemple, si j'étais dans un taxi avec un chauffeur, effectivement, qui
qui attrape le Covid, il y avait peut-être une barre en plexiglas entre les deux. Et dans ce cas-là, l'application pense que je suis un cas contact alors qu'en réalité je ne l'étais pas, par exemple. Donc il y a Alors après, on est capable nous-mêmes de savoir dans quelle situation on était à ce moment-là. Sauf non, parce qu'on ne sait pas quand on est prévenu qu'on a été cas contact. Heureusement, on ne sait pas. Sauf si on a des stratagèmes, on ne sait pas qui a été la personne en question. Mais on sait quand on active son Bluetooth, pardon. Non, parce que... Parce qu'on décide soi-même de dire, bon, bah là, j'active mon Bluetooth parce que je suis dans un taxi, je suis dans les transports en commun, et donc j'ai envie de savoir si autour de moi... Vous ne saurez pas si c'est arrivé dans le transport en commun ou dans le taxi. Donc si c'est le chauffeur de taxi, vous ne saurez pas qu'en réalité, ce n'était pas un cas contact. Alors, un des autres problèmes, c'est qu'on ne peut le savoir que si la personne l'a déclaré. Oui. Est-ce qu'il aurait fallu rendre cette application obligatoire ? Oui, mais là, on rentre dans des problématiques de liberté publique avec une application qui, pardon d'être dur, mais sur le plan épidémiologique, elle est inefficace par conception. Pardon d'être dur avec cette application. Si en plus, on devait la rendre obligatoire, en tout cas, c'est absolument pas le parti pris européen et français. Pas de géolocalisation et basé et pourtant, on rend obligatoire l'inscription sur le petit carnet du restaurant. Nicolas Samarc, quel est votre avis sur la question ? Et puis surtout, comment on va faire pour absorber cette quantité de données potentielles qu'on risque d'avoir de déclaration de cas contact ? Parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont déjà assez impressionnants. J'ai vu qu'il y avait pratiquement 9000 équivalents temps plein qui étaient mobilisés pour téléphoner aux gens, les relancer. Est-ce qu'on ne peut pas là aussi faire appel à la technologie, automatiser un peu tous ces process de suivi des cas contacts? Alors justement, vous évoquez SIDEP et Contact Covid, qui sont en réalité aujourd'hui, à mon sens, les deux traitements semi-automatisés, puisqu'effectivement, il y a un rappel humain, mais la collecte des données, elle, se fait de manière automatisée et obligatoire, contrairement à l'application Stop Covid. Et je pense qu'au final, ce sont ces deux traitements-là qui sont à grande échelle et qui relèvent une efficacité de contact tracing. Et donc, la CNIL a d'ailleurs effectué un contrôle également sur ces deux traitements, comme pour l'application, en relevant que de manière globale, les principes et les garanties étaient présentes, mais en constatant surtout sur Contact Covid des manquements par rapport à la sensibilisation et bien justement des personnes qui sont chargées d'accéder aux données et d'informer les cas contacts. Alors pour revenir sur le cahier de rappel, je pense que il faut regarder de l'autre côté de la frontière. Moi je suis nordiste, je suis basé à Lille, transfrontalier, et vous savez depuis fin juillet en Belgique, lorsque les restaurants étaient encore ouverts jusque dimanche dernier, eh bien il y avait cette obligation de cahier de rappel. Mais dans l'arrêté royal, puisque c'est une monarchie parlementaire, eh bien l'arrêté royal prévoyait le formulaire de collecte avec les mentions d'information et la durée de conservation de 14 jours, qui d'ailleurs est la même en France. Et je pense qu'on aurait pu suivre, ou en tout cas regarder cet exemple belge, et donc dans le dispositif rendant obligatoire ces cahiers de rappel, eh bien prévoir ce formulaire que chaque restaurateur aurait eu l'obligation d'utiliser pour éviter notamment moi j'appelle ça le carnet de livres d'or, où vous rentrez dans le restaurant et effectivement vous voyez les 30 à 50 personnes qui vous ont précédé. Alors que la CNIL rappelle que seul le gérant ou le responsable de l'établissement doit avoir accès aux données du cahier de rappel. Alors finalement, le masque, geste barrière, distanciation, ça semble plus adapté, plus efficace que la tech, ou alors est-ce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec les moyens technologiques ? Juste un mot là-dessus, on est à la fin de cette émission. Non, je pense que c'est pas complètement inutile. Le sujet, en réalité, à mon avis, aurait dû être élargi. C'est qu'en fait, on a un sujet de système d'information global de la santé. Quand vous voyez que les données ont beaucoup de mal à rentrer des institutions décentralisées à l'administration centrale, qu'on a des décomptes qui sont très difficiles à obtenir, qui se font souvent avec des moyens encore un peu primitifs. Ça se fait avec des fichiers Excel et des post-it. Très vite, Benoît, on est à la fin de l'émission. Je pense que c'est un peu ça le sujet, c'est qu'en fait, on s'est un peu trop concentré sur une application, alors qu'en réalité, l'outillage numérique des aides-soignants, des soignants, du ministère de la Santé et des ARS aurait pu être extrêmement... C'est l'ensemble, C'est un peu l'angle mort, je pense, de notre approche. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci Benoît Thiolin,
Romain Heuillard, journaliste consultant indépendant, spécialiste des nouvelles technologies, Benoît Thielin, ancien président du Conseil national du numérique, Constantin Pavléas, avocat en droit des nouvelles technologies, et Nicolas Samarc aussi qui était avec nous de la FCDP et l'Hexagone. Alors juste après la pause, sujet plus léger, hein, on va partir parler de jeux et de réalité virtuelle. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business, rendez-vous hebdomadaire avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous allez nous parler du développement de la réalité virtuelle dans les jeux vidéo. Absolument. La VR, ça date pas d'hier. Dès 1939, on voit apparaître les premiers dispositifs de visualisation en 3D, donc monosensoriels, avec la fameuse ViewMaster, vous vous rappelez, une énorme lunette dans laquelle on insérait des disques avec des photos pour voir des paysages en 3D. Et d'ailleurs, même si ça a été inventé en 1939, ce type de dispositif a eu son heure de gloire dans les années 80. Je suis sûr que vos parents vous ont acheté ces lunettes pour que vous puissiez voir des cottages anglais ou en carton, oui. Absolument, ou des monuments un peu célèbres, si vous voulez, de Rome. La première machine VR réellement multisensorielle, elle a été inventée par Morton Helling et elle s'appelle la Sensorama. C'est un énorme dispositif dans lequel vous vous glissiez. Vous pouviez voir un film en 3D, en l'occurrence, vous baladiez dans les rues de New York. Vous aviez la sensation du vent, vous écoutiez du son en stéréo, et à l'époque, c'était déjà une prouesse. Et puis, vous aviez aussi une expérience sensorielle, puisque vous pouviez sentir l'odeur du goudron au fur et à mesure que vous baladiez dans New York, ou des odeurs de pizza. Voilà. 1956. Mais les jeux vidéo, évidemment, n'est pas le seul domaine d'application de la VR. Il y en a bien d'autres, par exemple l'art, le cinéma, comme on vient de le voir, le domaine militaire, où on forme des pilotes à l'aide des outils VR, le domaine de la médecine, où aussi on forme les jeunes chirurgiens, aussi avec les outils de la VR. Mais jusqu'à très récemment... L'industrie même aussi, l'industrie qui l'utilise pour simuler des usines, par exemple. Absolument. Énormément de champs d'application. Mais jusqu'à très récemment, les dispositifs étaient très compliqués, très inconfortables et surtout très chers. Alors, regardez sur cette slide, vous voyez, ça c'est un peu le très inconfortable et très compliqué. Vous voyez, on n'a pas vraiment envie de se doter de ces gants, de ces lunettes. Ça fait un peu instrument de torture. Plus tard, la VR a commencé dans les années 80-90 réellement. D'abord avec Nintendo, avec son Virtual Boy, un espèce de casque, comme on le voit sur la prochaine slide en rouge. Mais enfin, avec ce casque, au bout de 5 minutes, vous aviez déjà très très mal à la tête. Des ex-Atari, dans les années 80, ont lancé un système qui s'appelle le iPhone, les yeux, iPhone. Mais là encore, une initiative à plus de $100 000 le casque. Et donc, ils n'ont pas dû en vendre beaucoup. Sega aussi a installé dans ses bornes d'arcade des énormes dispositifs aussi, comme on le voit sur cette slide, de jeux virtuels. Mais là aussi, $73 000 pour une borne. Vous imaginez, à coût de pièces de 25 cents, comme il était difficile de l'amortir. En fait, très cher et à l'époque, pas très amusant. Oui, surtout pour jouer à Tetris, ça fait vraiment très très cher. Ça fait vraiment très très cher. Alors tout a commencé dans les années 2010. Un des piliers de ça, c'est Palmer Luckey, qui en 2012 décide de créer la fameuse société Oculus en faisant appel via Kickstarter à la générosité du public Kickstarter. Et ils ont levé à l'époque 2,5 millions de dollars. Et avec ces 2,5 millions de dollars, ils fabriquent le premier dispositif un peu grand public de casques virtuels et surtout des kits de développement pour les éditeurs de jeux. Et là, c'est le carton presque immédiat. 2 ans après, Facebook les rachète pour 2 milliards de dollars. Un deuxième pilier de la démocratisation de la réalité virtuelle, c'est Google. D'abord, en 2007, ils lancent leur service Street View, dans lequel vous pouvez vous balader vous pouvez vous balader dans les villes comme si vous y étiez. Et puis, le fameux Google Card, un petit bout de carton complètement génial dans lequel vous insériez votre propre mobile et au moyen de télécharger soit une application, soit une vidéo
faite exprès, c'est-à-dire avec une image pour l'œil gauche, une image pour l'œil droite, sur YouTube, par exemple, gratuitement, vous pouviez, pour quelques euros, avoir une expérience de VR super fun. Ouais, super fun, mais pas d'une excellente qualité quand même pour 10 euros. Et pour 10 euros, évidemment, non. Il y a eu après, évidemment, des véritables offres très immersives avec des casques. Je vais en citer 3. Vive avec HTC et Valve, le fameux Oculus dont on a parlé tout à l'heure avec Facebook, et puis PlayStation qui a lancé le PlayStation VR. Il domine complètement le marché de la VR dans le gaming. Et en fait, pour un budget relativement modeste, entre 300 et 500 euros, vous pouviez avoir accès à de la VR grand public. Et avec ces casques, il y a tout un tas d'accessoires. Typiquement des manettes pour pointer ou pour attraper des choses, des gants, des instruments de visée, des pistolets, des plateformes, des plateformes pour avoir des retours haptiques sur ses membres inférieurs. Et puis, dans les salles, il y a des dispositifs encore plus compliqués, comme par exemple des dispositifs qui vous permettent d'être dans des baquets de voitures pour faire des courses de voitures en VR, ou des instrumentations dans lesquelles vous pouvez vous allonger et avoir des sensations de vol. C'est vraiment très immersif. Et ça donne un peu mal à la tête. Moi, pour l'avoir fait, je peux vous dire, le cerveau est troublé parce qu'il a les sensations de bouger, alors qu'en fait, vous êtes quasiment immobile. Ouais, alors ça porte un nom, hein, cette sensation de mal de tête et mal au cœur avec la VR, et j'arrive pas à me rappeler du nom, mais ça me reviendra. En tout cas, Vous êtes venu avec une vidéo, je crois. Ben oui, parce que la VR, c'est drôle pour ceux qui l'ont fait, mais vous aimez c'est bien aussi vous moquer très drôle aussi, Guillaume. pour ceux qui regardent. Je vous propose de regarder cette petite vidéo. Oh shit! You can't panic. Oh là 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 là, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et franchement, c'est drôle, vous voyez. Il n'y a pas ceux qui participent, il y a aussi ceux qui peuvent regarder, qui peuvent bien rigoler. Merci. Faut pas se moquer quand même. Non, c'est pas bien de se moquer. Merci Guillaume Monteux, fondateur de Gatsby. Alors nous, on termine avec une autre découverte, c'est l'innovation du jour avec Cécilia Sévry. À quoi ressemblera demain, chaque jour? Cécilia Sévry nous fait partager ses trouvailles. Alors bonjour Cécilia, aujourd'hui vous allez nous présenter une innovation dans l'alimentaire. Oui, parce que le monde de demain, Delphine, c'est un monde avec moins de gaspillage alimentaire. Alors aujourd'hui, j'ai envie, moi, de vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Maitane Alonso. Elle est espagnole, elle a 19 ans et elle a déjà trouvé une invention géniale à 19 ans, une invention qui intéresse même la NASA, vous verrez. Cette étudiante en médecine a inventé une machine améliorant la conservation justement des aliments. Son concept, traiter l'air à l'intérieur du récipient avec des décharges électriques. Le but, c'est que les molécules d'air tuent les micro-organismes et de cette façon prolongent la vie, bien sûr, des aliments. Ça marche un petit peu, vous le voyez à l'image, comme les machines qui collent le plastique protecteur, vous savez, sur les barquettes pleines d'aliments. Sauf que là, au moment où on passe la barquette à l'intérieur, la machine envoie plusieurs décharges électriques sur la barquette tout en la filmant. Et c'est là l'intérêt, c'est qu'en plus de ce film protecteur, on aura tué toutes les bactéries qui pourront éventuellement abîmer la nourriture. Alors racontez-nous comment est née cette invention. Eh ben, un petit peu comme toutes les bonnes idées, j'ai envie de vous dire, en observant la vie du quotidien, un petit peu comme la pomme qui tombe de l'arbre. Vous savez, il y a quelques années, elle participe à un barbecue organisé dans la maison familiale par son père. Et comme souvent dans ces cas-là, il y avait beaucoup trop de nourriture. Et une grosse partie de cette nourriture a été jetée parce qu'elle ne pouvait plus être conservée. Alors là, à seulement 16 ans, elle décide de s'investir dans le sujet de la conservation des aliments. Et puis quelques années plus tard, elle constate, alors c'est un peu plus cocasse, que les baskets de son frère, qui d'habitude sentent assez mauvais, sentent beaucoup moins mauvais quand elles sont proches du chargeur de batterie de son frère. Alors là, elle comprend que cette source d'énergie-là agit sur les micro-organismes qu'on retrouve dans les baskets. Ce sont des champignons ou des mycètes, ce qu'on appelle. Et alors là, le rapport avec l'innovation? Eh bien justement, ces micro-organismes qu'on trouve dans les chaussures sales, c'est les mêmes qu'on retrouve dans ces barquettes d'aliments quand les aliments sont mal conservés. Alors notre jeune étudiante s'est mise à
construire un premier prototype de machine anti-altération alimentaire. Et à l'époque, elle cède d'ustensiles de jardin et de cuisine. Puis quelques mois plus tard, bien sûr, son invention développée, elle remporte tout un tas de prix internationaux. Par exemple, l'année dernière, pendant l'ICEF, la plus grande compétition scientifique du monde, Maitane Alonso remporte le premier prix de la durabilité et le deuxième prix de la microbiologie. Et puis cette solution a été présentée à la NASA à l'occasion d'un salon des sciences qui s'y intéresse évidemment pour conserver des sachets alimentaires pour aller dans l'espace, voire même dans la Lune, sur la Lune. On en parle souvent dans cette émission et surtout cette innovation a remporté son premier prix dans le cadre du prestigieux concours MIT. Voilà. Une innovation qui répond à une problématique majeure. Vous pouvez nous rappeler d'un chiffre simplement ce que représente le gaspillage alimentaire dans le monde? Oui, parce que selon les Nations Unies, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées chaque année ou perdues. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié ces découvertes et puis ces débats sur les questions du numérique. Nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.